Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Merci d'être là à ce nouveau webinaire Éducation et santé organisé par la chaire UNESCO, Éducation et santé. Et nous allons nous intéresser à un terme, ou plutôt une théorie, de plus en plus présente dans le domaine scientifique et médical et qui commence à émerger dans les médias, à savoir les 1000 jours. Ou plus exactement, nous allons nous intéresser à ce qui conditionne les 1000 premiers jours d'un individu. Au cours de ce webinaire, nous allons partager des connaissances, des réflexions et surtout notre volonté d'action pour une meilleure santé pour tous les individus, et ceci dès le premier âge. Nous avons la chance d'avoir avec nous des intervenants spécialistes dans le domaine. Thierry Cardozo, responsable de l'unité Petite Enfance et Périnatalité à Santé publique France, et Solène Regnault, pilote des sujets environnement extérieur et stratégie petite enfance et produits chimiques à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous deux d'être avec nous et de partager vos réflexions sur les 1000 jours. Vous savez tous qu'il est admis que la santé d'un individu résulte de très nombreux déterminants qui sont en lien aussi bien avec son environnement physique, son cadre de vie, la qualité des milieux, eau, air, aliments avec qui il va être en contact, mais ce ne sont pas les seuls qui vont agir. Vous allez aussi avoir un environnement familial, social, relationnel avec autrui qui va conditionner la santé d'un individu. Alors, la question que l'on se pose à l'heure actuelle est très simple. Que se passe-t-il au cours des 1000 premiers jours de la vie d'un individu, autrement dit, entre sa conception et les 2 ans de l'enfant? Quels sont les déterminants, les événements qui vont agir, qui vont intervenir in utero et au cours des 2 premières années de l'enfant et qui vont avoir un impact sur son développement fœtal, sur la santé de l'enfant au cours des 2 premières années de vie, mais aussi au cours de son évolution qui vont impacter sa santé à l'âge adulte. Et c'est sur ces différentes thématiques que nous allons essayer de réfléchir et que nous allons interpeller nos 2 grands témoins aujourd'hui. Alors, quand on regarde ce nuage de mots, il y a quelques mots qui apparaissent de façon beaucoup plus importante: santé, développement, vulnérabilité, enfance. Je vais rebondir là-dessus et me tourner vers notre premier intervenant, Thierry, pour lui demander comment il réagit face à ces mots-clés. Comment rebondir sur ces mots pour expliquer ce concept des 1000 premiers jours et quels sont les enjeux des 1000 premiers jours dans la trajectoire de vie d'un individu. Thierry, merci de nous accompagner dans ce début de réflexion. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de cette entrée en matière. D'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Oui, en effet, il y a des mots qui sont importants. Je vais vous proposer de vous partager quelques diapos pour commenter en effet les quelques mots qui sont tout à fait, je dirais, pertinents. Je pense que vous voyez maintenant la diapo. Ici, pour vous dire que, évidemment, il y a une intuition très ancienne que le début de la vie est important. Ça paraît peut-être même la palissade, pardon. Mais en fait, c'est assez récent que les choses ont été structurées pour pouvoir rassembler des faisceaux d'arguments scientifiques qui vont ensuite permettre de travailler jusqu'à aujourd'hui et devant nous des perspectives qui se trouvent, et je vais revenir tout de suite. C'est David Barker, donc vous voyez ici la photo, qui est un épidémiologiste anglais qui a été, je dirais, le premier dans l'histoire toute récente, hein, vous voyez, c'est les années 80, qui a vraiment posé d'abord une hypothèse, on appelle l'hypothèse de Barker, qui était fondée sur
une observation écologique d'une concomitance de temps entre des taux de mortalité infantile très élevés en 1910 et pour la même génération, une mortalité par pathologie cardiovasculaire chez l'adulte, donc quelques dizaines d'années plus tard. C'est la première fois que l'hypothèse était posée que les événements en fait vécus par la femme enceinte et donc impactant sur le petit enfant à venir vont avoir non seulement une influence sur le développement du bébé, ça c'est assez facile à comprendre, mais plus singulièrement sur l'individu ensuite qui va devenir. Et donc ça a été la première fois qu'on a parlé d'un impact des événements dits adverses, c'est-à-dire des événements qui vont être marquants en termes d'usure physiologique pour le bébé, qui est en train déjà de se construire et donc déjà au moment de son développement. J'ai vu le mot vulnérabilité qui apparaissait, en effet, il y a cette notion de vulnérabilité, mais qu'aujourd'hui, on va tempérer par un formidable moment d'opportunité, puisque cette vulnérabilité vient du fait que les organes sont tous en développement. On parle de millions, peut-être d'1 million de connexions par seconde dans cette période, dans le développement du cerveau, par exemple. Donc, c'est dire qu'à la fois, c'est très fragile, en fonction des événements de vie qui vont être vécus par la mère dès la période de la grossesse, surtout en fin de grossesse, et ensuite dans les tout premiers mois et années de vie. Mais bien évidemment, que ce n'est que l'important, c'est de le savoir pour pouvoir ensuite voir comment on peut faire un tampon, des effets tampons dans l'action pour éviter l'apparition de ce qu'on va voir venir beaucoup plus tard, c'est-à-dire tout le cortège de maladies chroniques qu'on connaît bien et qui est responsable des plus forts taux de mortalité à l'âge adulte, comme par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Donc c'est fort de ce début de travail qu'ensuite tout un tas, il y a des centaines de milliers de publications autour de ces questions-là maintenant, et qui ont, chez les chercheurs notamment, qu'on appelle aujourd'hui l'origine développementale de la santé et des maladies, une société savante internationale, il y a même une société française aujourd'hui, qui a travaillé sur l'impact de la nutrition, par exemple, dans des fenêtres de temps extrêmement courtes. Des revues scientifiques à foison pour finalement faire dire à l'UNICEF qu'on en savait assez pour pouvoir agir et mettre des politiques de santé publique au service du développement de l'enfant. Et donc l'OMS, tout récemment, a repris toutes ces connaissances et a proposé un cadre et des recommandations, notamment pour les professionnels, ce que l'OMS appelle le nurturing care, c'est-à-dire cette façon que l'on va avoir particulièrement attentionnée de s'occuper d'un bébé dans toutes les dimensions, à la fois la santé, mais aussi la nutrition, mais aussi l'interaction, mais aussi les environnements sécurs, et on va y venir sur notamment la question des expositions chimiques, et également l'apprentissage. On sait qu'on a coutume de dire que la période des 1000 jours est un peu la période préverbale dans laquelle toutes les sens vont se développer dès la fin de la grossesse et pendant toute cette durée-là, pour pouvoir permettre à l'enfant ensuite d'acquérir et de développer le potentiel qu'il a d'apprentissage. Ce que dit l'OMS, c'est qu'il y a un impact majeur. On a l'habitude en santé publique de parler de modèles socio-écologiques, c'est-à-dire des environnements du plus proche au plus éloigné qui ont un impact sur la santé. Ici, c'est avant tout la famille d'abord qui est reconnue comme étant le milieu le plus optimal pour dispenser les soins nécessaires au bébé dans le cadre de ce développement. Et donc, évidemment, vous avez, Marie-Pierre, dans l'introduction, déjà souligné les notions d'inégalité sociale, de santé, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes chances en réalité dès le départ. Et c'est dans cette période-là que se construisent les inégalités sociales de santé. Et donc, c'est dans cette période-là aussi qu'on peut, par des actions, tenter de les réduire le plus possible pour éviter cette augmentation de risque à l'âge adulte
et cette apparition de maladies chroniques, on sait malheureusement qu'il y a un gradient social, c'est-à-dire qu'on va trouver plus de maladies chroniques, par exemple, dans les populations les plus défavorisées. Mais ce que reconnaît aussi l'OMS, c'est que devenir parent, c'est un des rôles sociaux les plus exigeants, à la fois au niveau physique, intellectuel, émotionnel, qui va nécessiter un engagement important d'adulte, c'est un engagement permanent, d'adulte qui va être responsable du bébé, donc, en général les parents, mais lorsqu'il n'y a pas de parents, c'est l'adulte qui va en prendre la responsabilité. Et que donc, ces pratiques et leur capacité à gérer cette propre pression et gérer ce propre stress va être déterminant ensuite sur leur propre disponibilité à venir répondre aux besoins de l'enfant. Donc, c'est les parents qui vont fournir ce premier environnement favorable ou moins favorable au développement. Donc, on parle de développement bouillonnant à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est une grande période de vulnérabilité, d'opportunité, je l'ai dit également. Et donc, ce qui est important quand on parle d'environnement, c'est qu'on voit que c'est au sens le plus général du terme que l'on parle lorsqu'on parle des concepts des 1000 premiers jours. Environnement physique, environnement chimique, social, vous l'avez dit en introduction, psychosocial, affectif, sur le développement de l'enfant, sur l'état de santé à la fois immédiat et encore une fois futur. Ce qui est absolument phénoménal aussi, qu'on peut remarquer, c'est que c'est non seulement la santé future de l'individu, mais on sait aujourd'hui qu'il y a une transmission intergénérationnelle, et je vais revenir tout de suite sur les notions d'épigénétique. Cette période de vulnérabilité, en effet, va agir sur le développement, et en fonction, encore une fois, de ces événements, ici on voit un certain nombre de causes précoces, on va avoir ensuite des retentissements, puisque le développement de chaque organe, la trajectoire du développement, si je puis dire, va être impactée par les événements. Donc ici, juste pour dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'impact en fait sur l'organe, sur les organes et donc sur l'individu, c'est qu'en fait ça va passer par ce qu'on appelle le stress toxique. Donc ici vous avez les différents niveaux de stress, le stress positif habituel du quotidien, c'est pas du tout ça qui va agir. Le stress tolérable, c'est une intensité un peu plus forte, mais pour lequel on va être capable finalement de répondre, soit parce qu'on a développé des capacités de réponse au stress, soit parce qu'on a des relations soutenantes dans son environnement proche qui vont nous permettre de faire face. Le stress toxique, c'est quand notre organisme physiologique est dépassé par ses capacités, justement, et aussi parce qu'on est isolé, parce qu'on ne peut pas bénéficier ni d'un entourage soutenant, protecteur, ni de professionnels à disposition facilement. Alors, il peut y avoir, si ça dure longtemps et si l'intensité reste forte, alors, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'exposition au stress chronique maternel. Et on sait que, notamment, l'hormone la plus connue, comme le cortisol, qui est sécrété dans ces cas-là en continu, peut passer et va passer, dans une certaine mesure, la barrière placentaire et va directement stimuler et venir impacter sur le développement du bébé dès la vie fétale. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ça, et donc c'est important de le savoir et de repérer les femmes, notamment en situation de ce qu'on appelle la vulnérabilité psychosociale, pour pouvoir prendre soin d'abord des mamans, les sécuriser, et ensuite, quand le bébé est né, de pouvoir adapter les soins pour éventuellement réparer d'éventuels effets, un certain nombre d'effets à court, moyen, long terme, comme la prématurité, les petits poids de naissance, mais aussi des troubles d'apprentissage, des troubles cognitifs, émotifs, troubles aussi de la sociabilité quand l'enfant va grandir. Donc voilà, on sait qu'on peut avoir ce type de troubles, mais on sait aussi qu'on peut venir absolument atténuer la survenue de ces effets-là si on intervient au plus tôt. D'où l'importance de cette notion d'enjeu des 1000 jours pour construire des stratégies de prévention précoce les plus primaires, les plus précoces possibles. Juste pour finir cette introduction, j'ai parlé d'épigénétique, donc je ne sais pas si vous voyez bien la diapo mécanisme des effets précoces de l'environnement et du stress toxique. Je pense que vous la voyez bien. C'est juste pour dire en gros que le social, ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire toutes les relations sociales, les interactions humaines,
On sait aujourd'hui qu'elles ont un effet biologique, c'est directement sur l'individu par une interaction et des mécanismes donc hormonaux qui sont liés à ce que je viens de dire, au stress toxique. Et donc, le développement précoce du cerveau, c'est le message à retenir et des autres organes, particulièrement du cerveau, et va être très sensible aux interactions humaines avec les personnes qu'on appelle signifiantes, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment en responsabilité. Donc, essentiellement, dans l'immense majorité des cas, ce sont les parents. Et donc, cette qualité-là d'interaction va être absolument nécessaire. Et c'est ce que l'OMS appelle le fameux nurturing care, qui est vraiment le cadre dans lequel elle invite l'ensemble des acteurs à s'inscrire pour pouvoir prendre en compte cette possibilité, lorsque on engage des interactions de qualité, de permettre en fait à l'organisme du bébé de réaliser l'ensemble, le maximum de son potentiel. Et on sait aujourd'hui, encore une fois, que ça peut avoir des effets tout le long de la vie. Bien évidemment, on peut réparer tout le long de la vie, donc ça c'est important à savoir, mais encore une fois, c'est plus facile puisque tout le monde a repéré ici en début de conférence que la vulnérabilité était sans doute un des maîtres mots, mais grâce à cette vulnérabilité, on sait aussi qu'on peut réparer d'autant plus vite qu'on intervient. C'est vraiment le message à retenir. Merci Thierry pour ces premiers éléments, je pense, qui ont bien permis de poser le cadre de nos réflexions. Je retiendrai deux choses, c'est que on est face à une progression des connaissances, aussi bien dans le domaine épigénétique, dans le domaine neurodéveloppemental, je vais y arriver, et en face aussi une prise en compte de plus en plus forte du cadre de vie de l'enfant, du côté affectif, de l'encadrement, de l'interaction qu'il va avoir avec les autres. Et ces deux éléments vont jouer avec autant de force sur le développement de l'enfant et sur sa santé future. Alors, pour aller plus loin dans cette réflexion, nous avons avec nous aujourd'hui deux grands témoins, un qui vient du monde de la santé, un qui vient du monde de l'éducation, des sciences de l'éducation, et je vous propose de leur donner la parole pour partager leurs réflexions et leurs questionnements. Et je vais donner la parole tout d'abord à notre grand témoin santé, à savoir Marie-Christine Valadier, infirmière, qui va réagir à ces premiers éléments sur les 1000 jours. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai été passionnée. Toutes ces notions de prévention, donc sur le concept des 1000 premiers jours, m'apparaissent vraiment essentielles. C'est une grande découverte. Pour moi, l'intérêt est indiscutable. Par contre, après, comment faire? Ça m'apparaît une montagne à gravir. C'est sûr que c'est un sujet de santé publique par excellence, mais les ramifications sont tellement nombreuses. Les qualités du logement, la nutrition, l'environnement, les conflits éventuels, les accidents de la vie. Est-ce qu'on va pouvoir, au niveau d'une société, organiser tout ça et trouver donc les financements correspondants? Je pense que c'est voilà, ça me semble très important, très complexe, mais j'espère que vous allez arriver à en faire quelque chose de bien. Je dirais aussi comment toucher les jeunes parents qui ont des environnements psychosociaux moins favorables, noyés dans des difficultés diverses, mal logement, mal bouffe, etc. Et que peut-il circuler sur les réseaux sociaux champions de la désinformation? Et comment contrer, comment faire passer ces informations-là? Beaucoup de questionnements. Thierry, une ébauche de réponse? Merci, c'est des questions fondamentales. Alors, je vais vous repartager peut-être une diapo qui va peut-être vous inspirer si j'y arrive. L'idée, c'est que, alors plusieurs choses. D'abord, j'aime bien votre question, mais je ne dirais pas comment vous allez, mais comment nous allons faire. Et on est vraiment dans une idée de mobilisation sociétale. J'aime beaucoup votre question par rapport à ça, parce que l'enjeu
c'est ce que dit aussi, c'est ce que disent tous les pays qui s'engagent sur ce. On est vraiment sur ce qu'on appelle la promotion de la santé au cœur même de la définition. C'est-à-dire que la promotion de la santé, c'est un engagement de toutes les couches de la société. Alors évidemment, comme vous le dites très bien, tout le monde ne part pas du même endroit et qu'une responsabilité sans doute sociétale, c'est effectivement, on a parlé de la vulnérabilité, c'est de repérer en effet et d'essayer de graduer le soutien. Et donc, une des clés, c'est d'avoir effectivement une approche à la fois universelle, c'est-à-dire qui s'adresse à l'ensemble de la population en termes d'intervention. Si on prend par exemple sur les 1000 jours, on a créé en 1945 les services de protection maternelle et infantile dans cet objectif-là. Donc on a des services universels qui s'adressent à l'ensemble de la population et ensuite qui sont gratuits, qui sont à proximité. Donc ça, c'est le défi, avec aujourd'hui, bien entendu, une hétérogénéité sur le territoire, probablement une dégradation depuis de nombreuses années de la capacité à faire face et à fournir une offre de services adéquate. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée, elle est là. Et l'idée, elle est de se dire, en fonction, on va augmenter ce qu'on appelle la proportionnalité, on appelle ça l'universalisme proportionné. Plus les familles vont présenter des vulnérabilités et des risques, plus il faut renforcer et avoir des soutiens plus ciblés. Et c'est ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, des interventions de prévention précoce qui vont être orientées en fonction d'une indication un petit peu, je dirais, pour faire une analogie un peu grossière, une indication, un peu comme une ordonnance, si je puis dire, à partir du moment où on a fait un diagnostic. Donc, on a besoin de faire des diagnostics territoriaux, des diagnostics, bien connaître une population à une échelle territoriale fine pour pouvoir adapter en effet l'offre. Après, sur la question des réseaux sociaux et d'information, elle est aussi fondamentale. C'est ce que nous avons essayé de faire, par exemple, en créant un site Internet basé sur des informations scientifiques. Mais c'est vrai que on fait face à un défi de recherche d'informations tous azimuts et donc d'essayer, comme dans d'autres domaines, de maintenir une cohérence et une convergence au moins par les professionnels à tous les étages d'une approche qui est un petit peu un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on va avancer avec la population et pas pour la population. Merci Thierry pour ces éclairages. Je vous propose de continuer nos réflexions et je me tourne vers Solène maintenant. Comment, selon vous, construire collectivement un environnement favorable à la santé, au développement de l'enfant et surtout du futur adulte qu'il va devenir? Et en pratique, comment accompagner les familles, les professionnels de la petite enfance dans cette démarche? Donc bonjour à tous. Du coup, la première question était vraiment très adaptée pour lancer cette deuxième, la première question de personnes candides, entre guillemets, était vraiment adaptée pour lancer cette deuxième partie. Je voulais déjà dire qu'il y a des éléments qui vont aider à cette construction collective d'un environnement favorable à la santé globale et au développement de l'enfant et du futur adulte en devenir. C'est le fait que finalement, la presse, les associations de consommateurs se sont vraiment saisies du sujet. On a vu notamment des articles sur la présence de polluants dans les couches. Voilà, ça a fait vraiment grand bruit. Ensuite, il y a les parents, les jeunes parents qui sont vraiment en demande d'informations sur ces sujets-là. Les professionnels aussi, parce qu'ils ont été sensibilisés sur le sujet, voilà, peut-être par ces articles-là, par l'engagement institutionnel, mais aussi par les questions qui reçoivent des jeunes parents, puisqu'ils sont en demande. Et on note aussi vraiment un engagement institutionnel, donc au niveau national, par Santé publique France, avec notamment le site 1000 jours qui va sûrement être peut-être présenté tout à l'heure, et aussi le ministère de la Santé qui a émis un rapport, un rapport unique sur le sujet des 1000 jours. Mais aussi un engagement régional et local avec la mise en place et le financement d'actions à ces échelles-là. Ce que je voulais dire par ça, c'est qu'en fait, il y a une émulation collective sur le sujet des 1000 jours et qu'en fait, ça crée un terrain propice à l'action sur ce sujet-là.
Et je voulais aussi appuyer sur le fait que pour construire des projets sur les 1000 jours, il est très important d'inclure vraiment les professionnels concernés, les professionnels qui vont pouvoir accompagner le déploiement de ce sujet-là, et également le public cible final que sont les parents. Parce qu'il y a qu'en intégrant les parents qu'on pourra agir au mieux pour savoir comment finalement leur passer les messages. Alors, pour moi, l'objectif sur ce sujet-là, ça va être de sensibiliser l'ensemble des acteurs qui entourent les futurs et les jeunes parents. Donc, autant les acteurs professionnels que les acteurs dans le sens de l'entourage, et donc de sensibiliser tout ce monde-là à l'enjeu des 1000 jours. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit justement, les 1000 jours, c'est des notions très larges. Là, je vous en ai mis que quelques-unes, l'éveil culturel et artistique, l'exposition aux produits chimiques, l'attachement parent-enfant, le développement du langage. Il y en a d'autres qui ont été cités tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis des petites bulles. Je ne pouvais pas tout écrire sur la diapo tellement il y en a. Donc, c'est bien parce que c'est extrêmement complet. Mais du coup, c'est des notions très larges et qui sont quand même sur des domaines très différents. On passe de l'éveil artistique à l'exposition aux produits chimiques. C'est vraiment des sujets très, très, très différents. Et finalement, quand on va mettre un peu bout à bout toutes les recommandations qui vont émerger sur chaque sujet, ça va quand même vraiment créer un changement en fait de la façon dont on va accompagner le développement de l'enfant, dont la société accompagne le développement de l'enfant. Et c'est pour ça que c'est important de créer une culture commune, parce que il faut que les professionnels transmettent les informations, certes, mais il faut aussi que le parent voit que ça s'est intégré dans la société de façon globale. Si je prends l'exemple du développement du langage, il y a quelques générations, je ne pense pas qu'on parlait forcément aux enfants de, par exemple, 6 mois, avec un langage normal. On parlait un petit peu bébé, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt recommandé de faire des phrases construites et de leur parler voilà, un peu comme je vous parle, parce que ça va aider à l'acquisition des mots et vraiment au développement du langage. Et donc, l'idée, c'est quand même les parents ne soient pas face à une espèce de gap entre ce que le professionnel va peut-être donner comme conseil et ce qu'ils vont ressentir et ce qui est, entre guillemets, même si on peut s'en fiche, mais validé par la société, parce que c'est quand même une période, donc c'est beaucoup de notions, et c'est vraiment une période chargée, une période quand même de fragilité pour les parents, psychologique, c'est quand même des grands changements. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette culture commune qui se diffuse dans la population. Je vous ai mis l'image d'un escalier avec des paliers parce qu'il y a beaucoup de notions dans une période déjà très chargée en changement et en apprentissage, en tout cas surtout quand c'est le premier, pour les parents. Et l'idée, ça va vraiment pas être d'arriver avec 2 heures de sensibilisation avec l'ensemble des sujets abordés, mais vraiment d'y aller par étapes, par paliers, aborder un sujet, laisser le temps aux parents de faire son cheminement, de monter les marches pour arriver jusqu'au palier suivant où il va en fait intégrer tous ces changements-là, ces recommandations en tout cas, ou celle qu'il choisira, dans ses habitudes, dans son quotidien. Parce que là, c'est parfois des changements d'habitude et de quotidien, pour ceux dont, par exemple, ce n'est pas forcément le premier enfant. Et ça prend toujours du temps. Alors, comment accompagner les familles et les professionnels dans cette démarche ? Eh bien, pour moi, il faut essayer de viser le bon message. Alors, quand je dis le bon message, je veux parler d'un message qui soit cohérent. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la cohérence entre les professionnels et l'entourage, mais il y a aussi un enjeu de cohérence entre les professionnels eux-mêmes, parce que ça va permettre aux parents de garder la confiance envers les professionnels. Puisque si le parent il a un message, une recommandation de par son pédiatre, et que sur le même sujet, il va avoir une recommandation différente, voire opposée par la référente crèche de son enfant, eh bien, à un moment, il va bien falloir qu'il choisisse entre les 2 recommandations et ça peut diminuer un peu la confiance qu'il a puisqu'il va devoir choisir entre les 2 conseils. Donc, il y a cet enjeu-là et ne pas le perdre, donc, comme je l'ai déjà dit, dans une période qui est riche en apprentissage. En fait, d'avoir une cohérence entre les professionnels sur ces messages-là, ça va éviter la perte de confiance du parent envers un professionnel, réduire le risque de se sentir perdu dans des recommandations opposées et éviter la création d'anxiété parce que voilà, moi en tant que parent, imaginons j'ai reçu deux recommandations différentes, moi je veux choisir le mieux pour mon enfant, vers quoi il faut que je m'oriente si les professionnels ne sont pas déjà d'accord entre eux. Donc voilà pour ce premier point. Le bon message, un message cohérent, au bon moment. Donc, le bon moment, ça va être selon le moment où le professionnel ou l'entourage va aussi être en lien avec le parent. Et aussi, le bon moment, c'est quand le parent est prêt à l'entendre et quand c'est en lien avec ses préoccupations du moment.
un exemple, hein, c'est grossier, mais c'est pour bien expliquer l'idée. On conseille donc de préparer la chambre et de la peindre et de mettre les meubles en amont, bien en amont de la naissance, pour que les meubles et la peinture aient le temps de dégazer, d'émettre, de se libérer des produits chimiques et qu'on puisse aérer et que voilà, l'enfant ne soit pas impacté du coup. Et ben, ce conseil-là, il faudrait le donner à la fin du 3e mois de grossesse pour que le parent il ait le temps de réfléchir à sa décoration, de budgéter, d'acheter les éléments et de les mettre en œuvre. Alors que, par exemple, les conseils sur la diversification alimentaire, je sais que parfois c'est donné au cours de la préparation à l'accouchement, à la naissance, et bien là, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Parce que entre le moment où il va avoir cette information-là et le moment où il va la mettre en œuvre, il va y avoir eu la naissance, les premiers mois, et le parent, voilà, ce n'est pas le bon moment pour lui donner ces éléments-là. D'où l'importance de ce sujet, puisque ça va éviter la saturation d'informations, parce que si c'est le bon moment, ça veut dire qu'on ne va pas tout donner d'un coup, mais bien donner chaque information au moment qui semble le plus opportun au professionnel et en fonction de la préoccupation du parent. Ça va éviter le risque de rejet si les informations sont trop nombreuses et éviter la création d'anxiété. Le parent peut se dire « mais ça fait trop d'informations, trop d'éléments, je ne vais jamais réussir à tout retenir » et ça peut vraiment créer de l'anxiété. Donc, le bon message, un message cohérent au bon moment par la bonne personne. Donc, par la bonne personne selon les compétences de la personne qui va transmettre le message. Il faut vraiment que l'acteur il soit dans son rôle et qu'il soit à l'aise avec le message qui va passer au parent. Le parent, il est à l'écoute de ce message parce qu'il va considérer que le messager est dans son rôle et parce qu'il va avoir un lien de confiance avec lui. Merci Solène pour cet éclairage. De votre intervention, je retiendrai un seul mot, parents. Parents éduqués, parents impliqués, parents sensibilisés. Ce que l'on peut faire peut-être, Valérie, c'est prendre quelques questions qui sont dans le chat. Oui, tout à fait, parce qu'on a reçu beaucoup de questions. Il y avait notamment une question d'une des participantes qui demandait de préciser, de détailler quel type de stress peut être nocif et à partir de quand cela devient inquiétant. Oui, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est vraiment essentielle. Il ne s'agit pas du stress au quotidien, encore une fois, et c'est normal d'être stressé, c'est normal d'être inquiet. Le stress fait partie de notre vie et c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer. Donc, il n'y a rien de mal au stress. Il faut bien, donc, ce que je montrais tout à l'heure, il y a différents niveaux de stress. Et donc, en règle générale, dans la vie quotidienne, on s'en sort très bien. Et puis, il y a des situations particulières. Donc, la littérature scientifique a proposé un certain nombre de situations, en effet, mais ce n'est pas exhaustif. Mais les plus fréquentes, ce qu'on appelle les événements adverses dans la petite enfance, donc dans la période des 1000 premiers jours. Et en effet, ce sont des situations, par exemple, de violence intrafamiliale vécues par la mère, des situations d'abus de toutes sortes, qu'ils soient mentales, physiques, sexuelles, donc à la fois pour la mère, mais aussi l'enfant au tout début. Ce sont des situations où il y a, par exemple, aussi les parents se suicident, donc des situations de suicide ou d'instabilité familiale. Donc, on voit bien que c'est ce qui va venir toucher à ce qu'on pourrait appeler, ce que Boris Cyrulnik appelle la première niche sensorielle, c'est-à-dire vraiment ce qui va entourer immédiatement l'enfant. Après, voilà, ça peut être des deuils particuliers ou également toute situation, en tout cas, d'instabilité majeure qui va être dans le temps et qui va avoir un impact dans le temps. Donc, il ne s'agit pas du stress au quotidien, il ne s'agit pas des parents inquiets, ce n'est pas ça qui va jouer, bien heureusement, mais on est bien sur des situations où l'adulte lui-même n'est pas en capacité de faire face en fait, aux événements. Merci Thierry. Troisième question que je voulais vous poser, c'est quels sont les rôles et les missions pour les professionnels de la prévention et de la petite enfance dans le cadre de ces 1000 jours? Comment accompagner les familles et les professionnels dans cette démarche? Et peut-être pour vous aider à rentrer dans cette réponse, Valérie, on peut afficher les résultats du deuxième WooClap pour voir comment nos participants se positionnent par rapport à cet engagement. Quand on regarde ce nuage de mots, ce que je retiendrai, c'est que parents,
apparaît encore de façon très forte. Favoriser, agir. On est là dans une volonté d'accompagnement. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Solène, Thierry, quel est votre point de vue? Du coup, moi, j'ai un peu la même interprétation. Là, on voit que le mot formation ressort en rouge. Donc, je pense que voilà, l'idée qui ressort aussi, c'est que en fait, ce sujet-là, il est vraiment porté par tout le monde et tout le monde est convaincu en fait qu'il faut aller là-dessus. Il y a des thématiques sur lesquelles on fait de la prévention et il faut convaincre les gens d'aller sur le sujet. Là, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, enfin, en tout cas, l'enjeu plutôt, c'est pas une difficulté, mais c'est d'apporter l'information au public relais qui vont eux-mêmes pouvoir le transmettre au public cible qu'est le parent. Donc, formation et parents, pour moi, c'est vraiment les deux mots-clés. Voilà. Et plus le temps passe, plus le nuage de points évolue. Formation s'affiche de plus en plus nettement dans ce nuage. Alors, moi, je veux bien rajouter alors, une dimension, puisque j'ai parlé de stress et de sécurisation, il y a vraiment un enjeu de chaîne de sécurisation. C'est-à-dire que le bébé, il a besoin d'être sécurisé. Pour être sécurisé, il faut qu'il ait des parents sécurisants, ou en tout cas des adultes responsables sécurisants. Encore une fois, et ça vient d'être remis au cœur de la question, c'est que pour avoir des parents sécurisants, il faut qu'eux-mêmes se sentent sécurisés. Et ce qui peut venir les sécuriser, c'est bien entendu leur mode de vie, leur entourage, leur possibilité d'avoir un tissu social proche et soutenant. Et lorsque ce n'est pas les proches qui jouent ce rôle-là, c'est de temps en temps les professionnels, finalement. Et pour que les professionnels puissent bien jouer ce rôle-là, bien sûr, il faut de la formation, mais il faut aussi que ces professionnels soient sécurisés. Donc la formation, elle va avoir d'autant plus de réalisation de son potentiel si ensuite les professionnels travaillent dans des environnements sécurisants, soutenants pour eux-mêmes. Donc, il y a une attention particulière à s'intéresser, en fait, à la sécurisation des professionnels, à l'organisation du travail, à la disponibilité. Puisqu'on parle beaucoup de disponibilité pour le bébé, eh bien, il est évident que des parents, pour qu'ils puissent être soutenus, il faut qu'ils aient confiance. Et donc, cette alliance de confiance que tous les professionnels connaissent, on sait bien qu'elle se construit alors à partir d'un point de sécurité. Un point de sécurité pour les parents qui vont reconnaître du coup, une possibilité de se sécuriser grâce à ce professionnel. Donc, ça veut dire un professionnel qui est lui-même disponible et qui peut se décharger lui-même de toutes les difficultés d'organisation, de management, etc. Donc, il y a un point, et c'est difficile puisqu'on est aussi à la fois dans des métiers où il y a des crises de vocation, où il y a des manques de reconnaissance, des difficultés d'organisation, de ressources humaines plus faibles, etc. Donc, c'est un point vraiment majeur, une formation qu'on ne pourrait pas ensuite, dont on ne pourrait pas tirer tous les bénéfices. On parle beaucoup des compétences psychosociales, par exemple, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir négocier, savoir gérer son temps. Ça a l'air comme ça des espèces d'incantations faciles. Et en fait, on sait très bien que pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut avoir une organisation absolument cohérente qui va ensuite dérouler une offre cohérente, etc. Et plus on a affaire, je terminerai là-dessus, à des publics en difficulté, plus il faut aller chercher parce que la demande d'aide, plus on est en difficulté, plus demander de l'aide est difficile. Donc, on doit avoir en tant que professionnel en permanence cette idée que ce n'est pas facile, en fait. Voilà ce que je peux. Thierry, vous insistez beaucoup sur le volet les actions du professionnel, son engagement. À votre avis, comment peut-on mettre en relation les professionnels? Parce que la prise en charge de l'enfant, la prise en charge de la femme enceinte, la prise en charge de l'enfant, ça nécessite toute une chaîne d'acteurs. Voilà, justement, ça fait un peu le lien aussi avec les questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat, là, sur les assistantes maternelles. Et tout à fait, en fait, la question de qui peut passer le message et du coup, quels sont les professionnels concernés.
moi, je verrai, mais Thierry, vous compléterez, mais toutes les personnes en qui le futur et le jeune parent aura confiance. On a beaucoup entendu le mot confiance, d'ailleurs, il n'est pas ressorti encore dans le nuage de mots, mais je suis sûre que si on refait une prochaine fois, ça ressortira parce qu'on l'a beaucoup cité et c'est très important. Et donc, ça concerne l'entourage, les professionnels médicaux en lien avec les sujets de la petite enfance, les professionnels de l'accueil du jeune enfant, donc effectivement, les assistantes maternelles, les crèches sont des interlocuteurs indispensables sur ce sujet-là, mais aussi les professionnels de l'éducation. Ça peut être aussi, par exemple, un bibliothécaire qui va conseiller sur l'usage du livre avec un jeune enfant dès le plus jeune âge. Donc, vraiment, ça va être assez large. Et donc, ça, c'est un peu une liste, entre autres, j'ai mis des petits points, mais des professionnels qui vont vraiment avoir un rôle de relais, de passer le message. Mais il y a aussi des professionnels qui ont des rôles de facilitateurs. Par exemple, les élus qui peuvent intégrer les enjeux 1000 jours dans les stratégies de leur service petite enfance. Les employeurs qui peuvent favoriser le lien entre le temps professionnel et le temps parental du jeune parent. Les architectes et urbanistes qui peuvent créer des environnements extérieurs vraiment favorables au développement de l'enfant de 0 à 2 ans et les artistes dans tout ce qui est l'éveil artistique, etc. Et après, sur la modalité de passer les messages, donc il y a deux façons pour moi, mais sûrement à compléter, mais consciemment et inconsciemment. Donc, transmettre le message, comme je vous ai dit, le bon message par la bonne personne au bon moment. Par contre, toujours en expliquant l'intérêt de la recommandation, puisqu'une recommandation expliquée est une recommandation qui va être plus facile à mémoriser et à mettre en pratique. Par exemple, laver et aérer les jouets avant utilisation, ça diminue l'ingestion de produits nocifs quand l'enfant le porte à la bouche. Et ça aide vraiment à la mémorisation et à la mise en œuvre. Et un autre point qui est assez important, c'est vraiment d'être inspirant dans ses pratiques. Parce que ce qui va être observé par les parents dans des structures en lesquelles il va avoir confiance, comme les maternités, les crèches, chez le pédiatre, à l'école, ça va vraiment avoir valeur de référence pour le parent. Et par exemple, si on prend l'exemple du choix des produits mis à disposition à la maternité, les couches, le liniment, la présence ou non de lingettes, le parent, quand il va sortir de la maternité avec son enfant, il va se retrouver au supermarché devant un rayon de 50 références de couches, il va naturellement se diriger vers ce qu'il a vu à la maternité parce que c'est un lieu comme la crèche, etc., professionnel petite enfance, de façon globale, et donc forcément de référence pour le parent. Après, ça peut être pareil, dans un cabinet de pédiatre, s'il y a des écrans partout, c'est le cas du mien par exemple, et c'est un peu difficile de l'entendre expliquer après qu'il faut vraiment limiter le temps d'écran des enfants quand ça fait 1h30 qu'on essaye d'empêcher que le nôtre regarde. Voilà, c'est vraiment encore là, on retrouve la notion de cohérence. Et après, il y a la possibilité dans les maternités notamment, mais c'est que des exemples, de mettre en place des chambres pédagogiques. Donc, c'est des chambres qui ne ressemblent pas à des chambres d'hôpital, mais bien à des chambres du domicile et qui permettent vraiment visuellement et quelque chose qu'on peut toucher, de faire passer des messages sur où est-ce qu'on met le babyphone, pourquoi choisir un babyphone qui émet en Vox, c'est-à-dire que quand il détecte l'enfant qui pleure pour limiter l'exposition aux ondes, voilà, les peintures sans polluants, des choses comme ça. Ça permet d'évoquer ça. Oui, alors, du coup, sur la question de comment faire travailler les professionnels ensemble, je la trouve très intéressante. C'est vrai que une des choses qui peut être troublante pour les parents, c'est d'avoir des interlocuteurs qui ne vont pas, comme vous le dites Solène, avoir forcément les mêmes approches ou les mêmes discours ou la même manière d'aborder les choses. Et donc, c'est vrai que l'intérêt d'avoir cette notion des 1000 jours, c'est peut-être de mettre un petit peu tout le monde autour de cette notion-là, et chacun de là où sont ses responsabilités et ses prérogatives, de peut-être s'inscrire dans cette démarche et de s'intéresser aussi du coup à ce que font les autres et commencer un peu à rentrer en dialogue avec les autres professionnels. Et là, je parle vraiment dans un espace territorial. On est vraiment dans l'idée peut-être de bien se connaître, et il y en a qui font ça très bien, des réseaux, des coordinations autour des 1000 jours, de se fédérer un peu. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la maison des 1000 jours. L'idée de la maison des 1000 jours, qui est une année de la commission, c'est pas forcément une maison physique, c'est aussi mettre ensemble et faire que des professionnels qui travaillent dans cette période-là de la vie puissent aussi discuter ensemble, se rencontrer pour peut-être aussi mieux s'articuler, optimiser les offres et rendre plus lisible. C'était un peu l'idée de cette notion de parcours des 1000 jours qu'a lancé le ministère, pour rendre un peu plus lisible, si c'est possible, l'offre de services au sens large du terme, c'est-à-dire je suis un parent, j'attends un enfant,
vers qui je peux me tourner, et en sachant que je vais pouvoir poser toutes mes questions sans être jugé, sans qu'on essaye de m'imposer des choses. Par exemple, sur le site internet du premier jour, on s'est beaucoup posé la question de comment faire de l'information sur les perturbateurs endocriniens sans être anxiogène. C'est un vrai défi. Évidemment, ce n'est pas facile, mais une des premières choses qui baisse un peu l'anxiété, c'est la capacité à agir, c'est-à-dire redonner, finalement, de temps en temps, on peut être en difficulté. Et ce que vous dites, Solène, est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des recommandations si dans la vie quotidienne, on ne va pas rencontrer la possibilité de les mettre en œuvre. En d'autres termes, si les produits qu'on doit acheter, par exemple, sont trop chers ou pas disponibles, que ce soit des produits alimentaires, des produits ménagers, parce qu'on sait que y a des produits qui sont peut-être dans cette fenêtre, encore une fois, de vulnérabilité qui n'est pas si longue finalement, 1000 jours, où on peut essayer de faire du mieux qu'on peut. Et bien là, encore une fois, on va creuser des inégalités si on n'a pas accès pour des raisons financières ou simplement, comme vous l'avez dit, tout simplement pas accès autour de soi. Donc, je dirais simplement que la notion de conseil doit être peut-être un petit peu re-questionnée au regard de l'accessibilité, et donc d'être toujours dans, c'est pour ça que je disais, l'idée de travailler avec la population, c'est-à-dire vraiment d'aller pas à pas sur, par exemple, sur l'exposition chimique, vers plutôt une sobriété d'exposition, parce qu'on sait que ce sont des effets cocktails, en fait, malheureusement, et pas seulement si on évite telle ou telle chose qui va protéger. Donc, d'avoir cette conscience déjà. Et donc, si en effet, l'ensemble des professionnels, finalement, déjà augmente cette conscience-là de l'importance des 1000 jours, non seulement immédiatement, mais pour réduire ensuite le poids des maladies à l'âge adulte, alors effectivement, on aura peut-être plus envie de travailler ensemble, alors qu'au début, peut-être qu'on se dit, mais en fait, je vais peut-être déranger tel ou tel professionnel parce qu'on ne travaille pas du tout sur la même chose. En fait, c'est vraiment créer ces ponts, créer ces liens sur la base d'une compréhension globale des enjeux des 1000 jours, et ça peut être tout à fait intéressant. Merci Solène, merci Thierry. Je vois que Martine est revenue avec nous et je pense que ce serait important d'entendre le point de vue ou le questionnement de la professionnelle de l'éducation. Je vous rappelle, Martine Buisson est professeure des écoles et elle est au contact régulier avec les parents. Et comme on a beaucoup insisté sur cet acteur, souvent oublié des actions de santé publique, je vous propose de l'écouter. Bonsoir, excusez-moi, j'ai eu des gros problèmes de connexion. Je voulais rebondir sur l'intervention de Marie-Christine parce que moi, je suis plus optimiste et je pense que l'école a un rôle important à jouer. Alors, sans augmenter la pression sur les parents et en restant toujours dans une démarche bienveillante, parmi toutes les informations à tenter de transmettre aux parents, quelle est ou quelles sont celles qui vous paraissent les premières à faire circuler par le biais de l'école? Alors, moi, je trouve vraiment cette question fondamentale. Il y a pas mal de travaux, notamment faits en sociologie, qui montrent à quel point l'école peut, alors là, vraiment venir sur la fonction d'atténuation, et notamment dans le cadre des inégalités sociales de santé. À partir du moment où on sait que le social et l'environnement, comme disent les épigénéticiens, pénètrent sous la peau, et c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que je suis allé très très vite et c'est des notions très complexes, mais en gros, on a un capital génétique qui va s'exprimer ou pas en fonction de l'environnement. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement le biologique inné, mais il y a vraiment quelque chose qui va en permanence, au fur et à mesure de la trajectoire de vie, venir impacter comme ça la physiologie. L'école est un environnement par lequel tous les enfants passent pendant un long moment. Donc, c'est vraiment l'environnement de choix pour venir essayer, dans la mesure du possible, atténuer
l'impact des environnements à l'extérieur et notamment chez les enfants qui subissent des événements difficiles dans leur vie quotidienne, liés aux parents ou pas, précarité, etc. Donc, je pense que plutôt qu'un message aux parents, moi, je dirais que c'est comment on construit cette alliance de confiance avec les parents et comment l'école vient comme un environnement absolument central et majeur, finalement réduire les inégalités sociales de santé. Avec cette approche, on sort un peu des 1000 jours, puisque l'enfant qui va commencer à l'école va intégrer la maternelle. Il sera plus proche des 3 ans qu'au cours des 1000 premiers jours. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir aussi l'école comme un moyen de former les parents actuels, les futurs parents, pour prendre en charge les enfants à venir? Est-ce que les enseignants ne peuvent pas interagir avec les parents pour créer une culture globale, non pas pour les enfants qui sont avec eux à l'école, mais aussi pour les enfants à venir? Alors là, je me place dans une démarche anticipatrice, d'accord? Il y aurait 1000 choses à dire dans ce que vous dites. Alors d'abord, les 1000 jours, c'est effectivement pas une comptabilité de jours en réalité, vous l'avez bien compris, je pense, c'est une période. Et donc, il y a débat d'ailleurs parmi les spécialistes, est-ce qu'on s'arrête à 3 ans? Il y a aussi, lorsqu'on veut s'intéresser avant ce qui se passe, et pour répondre à votre question très concrètement, on sait que la période préconceptionnelle est fondamentale. Donc oui, bien entendu, que plus on va passer de l'information au plus tôt, et là on parle non seulement des parents, mais des enfants à ce moment-là, plus les notions autour des questions qui vont être des relations sociales, de comment se construisent les relations sociales. On a aujourd'hui des évidences scientifiques qui montrent que des enfants qui ont bénéficié d'une niche sensorielle attentive, chaleureuse, c'est-à-dire en gros où beaucoup d'ocytocine a été sécrétée très petit, ce sont des adolescents qui vont avoir des relations sociales plus harmonieuses. Donc, l'enjeu de cette période-là, au-delà des 1000 jours, les 1000 jours, c'est juste le départ. Mais bien évidemment, comme vous le dites, il y a un enjeu ensuite de continuité. On a parlé de cohérence et de convergence, mais il y a une continuité évidemment à entretenir, à soutenir. Et donc, les enfants qui ensuite vont grandir vont eux-mêmes ensuite être des adultes. Donc, bien évidemment, il va y avoir une transmission intergénérationnelle. Donc, plus on apprend tôt les relations sociales soutenantes, la collaboration, la coopération, l'empathie, etc., évidemment que c'est pour ça qu'on parle d'enjeu sociétal, de réduire les inégalités sociales de santé et de faire un vivre ensemble meilleur. Et c'est quand même l'objectif affiché des 1000 premiers jours par l'OMS depuis pas mal d'années maintenant, parce que la déclaration de Shanghai de 2016, si je ne m'abuse, était déjà dans le développement durable. Et quand on parle de développement durable en promotion de la santé, on parle de société qui est capable de vivre ensemble, faire face aux défis majeurs, et je n'ai pas besoin d'insister sur lesquels on l'a vu et on continue à le voir. Et donc, c'est comment ensemble on fait face. Donc, ça veut dire aussi un défi sur, par exemple, le maintien de la santé mentale, pour pouvoir faire face aux défis, mais aussi profiter des opportunités. Donc, on est vraiment sur cette balance-là, et les choses se construisent en effet à l'école. Merci Thierry. Alors, nous avons atteint les 19 heures, fin normale de ce webinaire. Alors, j'ai l'impression, en vous écoutant, en regardant les questions qui circulent, que beaucoup vont rester sur leur faim. Non, nous avons aujourd'hui simplement posé les bases, les questions autour des 1000 jours. Ce webinaire est le premier d'une série de 4 qui vont se dérouler sur la fin de l'année 2022 et début de l'année 2023, où nous allons approfondir différents thèmes. Dans le deuxième webinaire, nous partirons plutôt sur l'environnement physique, sur les perturbateurs endocriniens, sur leurs conséquences sur la santé de l'enfant et du futur adulte. Lors du troisième webinaire, c'est plutôt le domaine affectif,
les compétences psychosociales, la parentalité qui seront abordées pour voir comment ils jouent sur la santé de l'enfant. Et lors du 4e webinaire, nous ferons un focus sur les actions possibles, les démarches qui peuvent être mises en place, qui associent différents professionnels de la santé, de l'éducation, mais pas seulement, pour s'engager dans cette démarche de santé globale que nous voulons tous pour les enfants actuels et pour les enfants à venir, pour les générations futures. Merci pour ces réflexions partagées. Vous retrouvez sur cette diapositive les liens qui vous permettront de récupérer toutes les ressources, enfin des ressources différentes, mais aussi les diapositives utilisées lors de ce webinaire, la programmation des webinaires de la chaire UNESCO Éducation et Santé, et puis des informations pratiques pour vous inscrire à la newsletter de la chaire. Si vous voulez en savoir plus sur la relation entre environnement et santé, eh bien vous avez aussi une information concernant un diplôme d'université qui vient d'être mis en place à l'université Clermont-Auvergne pour permettre de créer une culture générale sur l'environnement et la santé et sur les 1000 jours en particulier. Merci à tous pour votre participation. Un grand merci à nos 2 intervenants, Solène Regnault et Thierry Cardozo, pour avoir partagé, je dirais, leur connaissance et leur passion sur ce thème. Merci à nos grands témoins qui représentaient d'une certaine façon le monde de la santé et le monde de l'éducation, pour avoir mis en avant des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Merci à Valérie Ivasenko, à François Janier, à Didier Jourdan et à toute l'équipe de la chaire UNESCO pour avoir permis la réalisation de ce webinaire, pour l'aide apportée sur le côté logistique, et puis ce soir également. Et un grand merci à tous, à vous tous qui avez suivi ce webinaire, qui avez interagi, qui avez partagé vos réflexions, vos connaissances dans le chat. Un seul mot, merci et à très bientôt pour la suite de ce partage autour des 1000 jours.